Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Baptiste Abdelkader, je suis assistant en cardiologie interventionnelle et je vais vous présenter une présentation sur le syndrome coronarien chez la femme. Pourquoi cette présentation? Parce qu'il y a quelques semaines, on a eu plusieurs cas d'infarctus chez la femme et je me suis intéressé à cette thématique. Alors, le plan de la présentation, on parlera un petit peu d'épidémiologie, les facteurs de risque exposant la femme à ce type d'accident coronaire, les symptômes, la présentation clinique, quelques mots concernant l'étiologie et sur la prise en charge. Alors, en introduction, l'épidémiologie, c'est des données issues du bilan épidémiologique de Santé publique France en 2019 et on constate qu'il y a à peu près 76 000 décès par an pour les infarctus chez la femme et c'est la première cause de mortalité, bien loin devant le cancer. Et on constate aussi que ça touche des femmes de plus en plus jeunes et ce dès 45 ans. Lorsqu'on regarde des données beaucoup plus récentes concernant l'épidémiologie américaine issue de Circulation en 2021, sur le graphique de gauche, vous avez en bleu la courbe de la mortalité chez les hommes et on constate que de 1980 jusqu'en 2010, il y a une décroissance progressive s'expliquant par un dépistage et une prise en charge plus optimisée. Et chez la femme, de 1980 jusque les années 2000, la courbe de mortalité plafonne parce que dans de la conscience médicale, la femme ne faisait pas d'infarctus. Et à partir des années 2000, on s'est intéressé plus à cette cause de mortalité chez la femme, expliquant cette décroissance jusqu'en 2010, atteignant à peu près des taux semblables chez l'homme. Et malheureusement, à compter de 2010, il y a une réascension de la mortalité chez les deux sexes, notamment chez la femme. Ça s'explique d'une part par les femmes des années 80 se sont mises à fumer et donc s'exposent aux complications liées au tabac. L'autre cause, c'est on a amélioré nos performances diagnostiques avec notamment l'avènement de la troponine, donc qui dit plus de diagnostic, dit plus de mortalité. Et la dernière cause, c'est que malheureusement, on est assez mauvais dans notre diagnostic. Et puis, vous avez ici, de manière séparée, ici, la prévalence de la cardiopathie ischémique chez la femme. On constate que chez les femmes de moins de 40 ans, il y a une petite tendance supérieure chez la femme par rapport à l'homme, à peu près jeu égal entre 40 et 60 ans, et puis au-delà de 60 ans, une nette prédominance chez l'homme. Et on voit ici la prévalence d'infarctus du myocarde. Même si la prévalence est relativement faible, jeu égal entre l'homme et la femme à moins de 40 ans, et puis à partir de 40 ans, une nette prédominance chez l'homme. Et en France, quelles sont les données? Là, vous avez des données issues de santé publique entre 2008 et 2013, un peu plus ancienne. Et sur le graphique de gauche, on constate que vous avez les traits pleins, ce sont les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 65 ans. Il y a une diminution de la prévalence d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et chez les sujets de plus de 65 ans, moins de 65 ans, pardon, c'est en très pointillé, on constate que, qu'il y a notamment chez la femme une augmentation de plus de 20% entre 2008 et 2013, à la différence que chez l'homme, il y a une augmentation de plus de 10%. Et lorsqu'on regarde par rapport à l'âge, chez les hommes ou femmes de moins de 65 ans, il y a une nette prédominance d'hospitalisation pour infarctus du myocarde. Ici, c'est toutes causes confondues, type 1 ou type 2. Par rapport à l'homme, pardon, et au-delà de 65 ans, l'homme reprend le dessus. Pourquoi la femme présente des infarctus du myocarde? Vous avez les facteurs de risque cardiovasculaire habituels, sauf qu'il y a une modification des habitudes de vie, et notamment du comportement sociétal, et malheureusement, cela se traduit par une augmentation du tabac, notamment chez les femmes au-delà de 45 ans. Il y a plus d'hypertension artérielle, elles sont plus exposées au diabète de type 2 ainsi qu'à l'obésité qui se traduit par le manque d'activité sportive et la sédentarité. Et on rappelle que l'association tabac plus contraception progestatif augmente le risque par 26 chez les patients de plus de 65 ans. Souvent, on dit tabac plus contraception, c'est l'embolie pulmonaire, mais il faut garder ça aussi à l'esprit.
Ici, vous avez à droite une étude parue dans l'European Heart en 2020. C'est un registre américain. Et là, ils se sont intéressés uniquement chez les gens jeunes de moins de 50 ans présentant un infarctus du myocarde. Vous voyez, la moyenne d'âge est aux alentours de 45 ans. Et dans cette étude, on constate que les femmes sont plus exposées, pardon, sont moins exposées, il y a moins d'hypercholestérolémie avec une différence significative, mais elles sont plus diabétiques. Il y a pas de différence, il y a une différence en termes de tabac, mais il y a une très nette prédominance chez les patientes qui sont actives, alors que chez les hommes, ce sont des tabagiques sevrés. Et puis, on voit aussi qu'il y a des facteurs de risque secondaires, tels que la maladie inflammatoire rhumatismale ou la dépression. Bien évidemment, j'ai parlé de la dépression et des maladies inflammatoires. C'est des facteurs de risque auxquels il faut penser parce que dans cette étude un peu plus ancienne, en 2016, américaine et espagnole, c'est à peu près 3500 patients, là aussi des infarctus du sujet jeune de moins de 50 ans. On constate que les personnes ayant une précarité sociale du fait par exemple, ici, c'était l'emploi à temps plein, temps partiel ou sans emploi. Il y a une nette prédominance pour la femme et donc, par conséquent, les expose plus à un risque d'infarctus du myocarde. Et puis, là aussi, on voit que la dépression diagnostiquée ou symptomatique expose la patiente à l'infarctus du myocarde. Ici, vous avez par rapport à l'ethnie, la race noire qui expose plus à ce type de symptomatologie. Mais bon, après, ça, c'est assez spécifique aux États-Unis. On sait que les gens noirs ont un peu de mal à avoir accès au système de soins. Et puis, je vous ai parlé de la maladie de système, lupus ou polyarthrite rhumatoïde, parce que ça crée un état pro-inflammatoire, pro-thrombogène chez les patients qui sont souvent sous corticoïdes au long cours et donc expose plus à l'athérosclérose accélérée. Et puis la migraine, la physiopathologie s'explique surtout par une dysfonction endothéliale chez les patients qui sont plus vasospastiques et donc expose plus à l'angor de Prince-Metal. Mais il y a aussi une particularité du sexe féminin, c'est que il faut penser à l'environnement gynécologique et personnellement, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément régulièrement en consultation et que j'ai appris grâce à cette présentation. Il faut avoir un interrogatoire beaucoup plus ciblé, sortir un petit peu de notre zone de confort et s'intéresser notamment à la vie de la femme si durant sa grossesse, elle a présenté des complications type diabète gestationnel, prééclampsie, et si, par exemple, elle a présenté une insuffisance ovarienne précoce, une ménopause prématurée. Ici, vous avez issu du JAMA un papier, une méta-analyse reprenant toutes les études sur les femmes ayant présenté une complication cardiovasculaire avec une ménopause précoce, et on constate que ce soit le risque de mortalité lié à une coronaropathie ou la mortalité cardiovasculaire toute cause, et ben, il y a une tendance à un surrisque chez ces femmes de moins de 45 ans avec une ménopause précoce. Et puis là, je vous ai mis juste en référence bibliographique un papier que j'ai trouvé assez intéressant. Ils se sont intéressés cette fois-ci aux femmes qui ont présenté un accouchement prématuré à moins de 37 semaines d'aménorrhée. Et j'ai repris toute la littérature. Bon, c'est des petites séries, mais on constate que dans ce papier, il y a un surrisque de mortalité cardiovasculaire toute cause, d'infarctus du myocarde et d'accident ischémique transitoire chez ces patientes qui ont présenté un accouchement prématuré. Après, vous avez reparlé des facteurs précipitant la maladie coronaire. Est-ce qu'il y a une différence de symptomatologie et la présentation clinique? Parce qu'on se dit souvent, la femme ne fait pas d'infarctus du myocarde parce qu'elle n'a pas la douleur thoracique. En bas à gauche, vous avez toujours le papier de l'étude Young-MI, le registre américain, et on constate qu'il n'y a pas de différence significative quant à la présentation clinique sur la douleur thoracique entre l'homme et la femme. Et chose encore qui est un peu plus inquiétante, c'est que la topographie avec l'irradiation vers la mâchoire et le bras est cette fois-ci avec une nette prédominance chez la femme avec une différence significative. Puis les symptômes un peu plus atypiques sont plus présents chez la femme, notamment les palpitations, et puis une chose importante, c'est la fatigue qui est plus présent chez la femme. La femme connaît très bien son corps.
c'est beaucoup plus que l'homme. Et donc, par conséquent, lorsqu'en consultation, on lui dit quelque chose ne va pas, il faut peut-être tiquer de ce point de vue. Et puis, je vous ai redonné une donnée qui est plutôt assez intéressante concernant l'étude hispano-américaine. Et on constate que lorsque la patiente présente une symptomatologie clinique très évocatrice d'une cause cardiaque, qu'il n'y a que 75% des praticiens cliniciens qui pensent à l'étiologie coronaire chez la femme, alors que 87% évoquent cette symptomatologie chez l'homme, traduisant en fait peut-être un manque de lucidité quant à l'association infarctus versus chez l'homme et chez la femme. Et, indépendamment de la présentation clinique, il y a aussi l'âge qui rentre en ligne de compte. À gauche, vous avez un papier issu d'un registre français pour lequel le Résurcor a participé. Ça a été mené par le groupe APHP. Et on constate que, quel que soit l'âge de la patiente, le délai d'appel est beaucoup plus important et la différence est beaucoup plus criante entre 50 et 80 ans, probablement toujours parce que dans la mentalité des gens, une femme de 50 ans sans facteur de risque n'a pas de possibilité de faire un infarctus. Ici, vous avez des données un peu plus anciennes, qui ont 10 ans à peu près. C'est des données issues d'un très gros registre américain sur entre 1994 et 2006, et à peu près 1 150 000 patients avec 42% de femmes. Et on constate que plus l'âge est bas et plus on s'expose à un risque d'infarctus du myocarde lorsque la présentation clinique est atypique. Là aussi, parce qu'à moins de 45 ans, une dame qui a une fatigue inhabituelle, on n'évoque pas forcément l'infarctus du myocarde, mais plus un problème thyroïdien ou juste la fatigue liée à son âge. Concernant le délai de prise en charge, tout ça, ça fait un effet boule de neige et aboutit malheureusement à des délais de prise en charge qui sont rallongés, qui, selon les séries, sont entre 10 et 25 minutes. Ici, vous avez des données issues d'un registre australien. C'est 13 000 patients, à peu près 48-52% de STEMI et de NSTEMI, à peu près 23% de femmes. Et on constate que lorsque l'on prend la case délai door to balloon, il y a une différence significative plus importante avec un délai beaucoup plus important chez la femme. Et pareil, lorsque la patiente présente les symptômes jusque la salle d'angiographie coronaire, il y a une différence d'à peu près une vingtaine de minutes. Lorsque l'on compare le STEMI chez l'homme et chez la femme, là aussi, il y a une très nette différence significative en termes de temps, malheureusement en défaveur de la femme. Et dans l'infarctus, tout comme dans l'AVC, chaque minute compte. Est-ce que ces données, on les retrouve dans la population française? Ici, vous avez des données issues du registre breton, de l'équipe rennaise, où c'était 5000 patients, tout âge confondu, et on constate que le délai médian d'ischémie est plus important chez la femme que chez l'homme, en 235 versus 210 minutes. Mais une fois que le diagnostic est fait, globalement, il y a peu de différence en termes d'admission en salle d'angiographie, mais lorsqu'on accumule le délai 235 versus 209 et on rajoute chaque fois 5 minutes, et au bout du compte, le temps d'ischémie est beaucoup plus important. Et ça, malheureusement, ça se traduit par des patientes qui sont à l'admission en étant beaucoup plus graves qu'un homme. Voilà. Et de surcroît, le temps d'ischémie s'allonge, la présentation clinique est beaucoup plus importante et malheureusement, ça se traduit par une augmentation de la mortalité intra-hospitalière chez les patientes, et ce, quel que soit l'âge, avec une différence qui est beaucoup plus importante et plus significative à compter de 60 ans dans le registre parisien et dans le gros registre américain. Quelle que soit la présentation clinique avec douleur thoracique typique ou atypique, chez l'homme, chez la femme, quel que soit l'âge, il y a un surrisque de mortalité chez la femme. Après vous avoir parlé d'un peu d'épidémio, les facteurs de risque, on rentre un peu plus dans le détail des étiologies spécifiques à la femme. Et pour en citer que deux, il y a d'abord la dissection coronaire spontanée.
Vous voyez ici une image d'angiographie. C'était une femme qui était venue pour douleur thoracique, élévation de propos. Et vous voyez cet aspect d'artère qui perd son calibre normal, avec ici une interruption du contraste et un ralentissement du flux, posant ainsi le diagnostic de dissection coronaire. Et puis l'autre cause, c'est la cardiopathie stress ou Takotsubo. Ici, vous avez un aspect angiographique angio-VG typique avec le VG qui peut être coupé en deux avec, là l'image est ralentie, hein, une hypercinésie de la collerette basale pardon, et une akinésie de toute la couronne apicale. Donc la dissection coronaire spontanée, malheureusement, c'est une physiopathologie qui est mal connue et qui représente entre un quart et un tiers des causes de syndrome coronaire aigu chez la femme de moins de 60 ans. Et c'est une pathologie qui intéresse de plus en plus et qui suscite un vif élan de la communauté médicale, et ce à l'échelle internationale. Ici, vous avez les dernières publications récentes au sujet. Ici, ça c'est l'étude et le registre DISCO pour lequel l'équipe clermontoise participe énormément à la contribution de cette maladie. Ici, paru en 2020 dans New England, pardon. Ici, c'est les Américains qui ont paru en 2020, pareil, une revue assez intéressante et que je vous conseille de lire, et les Européens en 2018. Il y a trois types de dissection coronaire. La première, c'est juste la rupture intimale sans ralentissement du flux. Le type 2 et le type 3, c'est un hématome intrapariétal sans obstruction complète de la coronaire. La différence entre le type 2 et le type 3, c'est juste la longueur de l'hématome. Et malheureusement, le type 4, c'est lorsqu'il y a une occlusion complète avec un flux timide zéro. Quels sont les facteurs prédisposants à la dissection coronaire? Et comme c'est une maladie qui est assez mal connue, c'est une pathologie qui a des facteurs multifactoriels, avec le chef de file qui est la dysplasie fibromusculaire, qui est retrouvée entre 45 à 60% des séries et qu'il faut, à mon sens, dépister de manière systématique chez toute personne présentant un syndrome coronaire aigu secondaire à une dissection coronaire. La grossesse et le postpartum, ça se traduit par, d'une part, les modifications endocrinologiques, l'augmentation du stress pariétal. Et il n'y a pas si longtemps, avec Sandra, on a eu une jeune femme de moins de 40 ans dans les suites, je crois que c'était à 4 ou 6 semaines, douleur thoracique. Elle avait une type 4 sur le tronc commun, qui, fort heureusement, c'est bien à une suite simple. Les maladies de système et de tissu conjonctif, hein, vous pouvez comprendre, du fait de la fragilité des trois tuniques vasculaires, peut exposer à un risque de déchirure, comme par exemple le Marfan. Les drogues, le stress émotionnel, par augmentation du stress pariétal, et puis l'effort intense, qui est retrouvé à peu près dans 35% des séries, lorsqu'on s'intéresse vraiment à cette étiologie. Et les sports qui exposent le plus à ce type d'accident, c'est les efforts à glotte fermée, tout ce qui est haltérophilie ou très intense. Pardon. Là, je ne sais pas si ça marche, mais le diagnostic est assez difficile. Là, je vous ai montré un diagnostic assez évident, hein, sur l'angiographie de la patiente. Il suffit juste, entre guillemets, d'avoir l'œil. Ici, vous avez, issu de l'équipe clermontoise, les différentes présentations cliniques. Vous avez ici une artère coronaire droite normale. Vous voyez ici très bien, hein, le trait de dissection coronaire. Là, sur l'image B, vous avez un aspect un peu effilé de l'artère coronaire, et puis elle retrouve son calibre normal. Ici, vous avez la même chose, mais avec un hématome qui est un peu moins compressif. Ici, une réduction de calibre sur une artère qui est angiographiquement en amont et en aval lisse, et qu'on retrouve ici. Ici, je vous ai mis une image d'imagerie endocoronaire de l'IVUS, vous permettant de voir, attendez, si je reviens. Donc ici, vous avez notre guide. Ici, ça c'est la lumière de l'artère. Vous voyez les trois tuniques, l'intima, la médiale, l'adventice. Et vous avez des petits vaisseaux qui passent autour. Et là, vous voyez le vrai chenal, pardon, la vraie lumière. Et là, vous avez le faux chenal avec l'hématome compressif, sans ralentissement du flux. Lorsqu'on fait ce type
d'imagerie endocoronaire, hein. Le risque, c'est qu'on passe finalement en fausse lumière et donc on aggrave la dissection. Et donc, on le fait vraiment en cas de doute diagnostique. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ici, tac. Ici, là, hop, vous avez la porte de sortie avec une rupture de l'intima média adventice à cet endroit-là, qui communique le faux chenal, communique avec le vrai chenal. Donc, je vous parlais de la dissection coronaire et notamment la principale étiologie auquel il faut systématiquement penser si, par exemple, en hospitalisation, on ne l'évoque pas ou lorsqu'en consultation, on reprend le dossier et on voit que ça n'a pas été réalisé, c'est la dysplasie fibromusculaire. Ici, vous avez issu du plus grand registre européen qui est français, notamment clermontois, l'équipe de Motref qui travaille énormément dessus. C'est pas beaucoup de patients, hein, vous avez vu, c'est le registre DISCO, c'est moins de 400 patients. Et dans ce registre, c'est 90% de femmes sans facteur de risque avec un âge moyen de 51%. La principale présentation angiographique, c'est l'hématome non compressif, fort heureusement, avec une prise en charge dans 8 cas sur 10 conservateurs. Je vous expliquerai plus tard les types de traitements possibles. On a quand même un rendement assez important de la dysplasie fibromusculaire, quasiment 1 cas sur 2. Et lorsque on pose le diagnostic de maladie de dysplasie fibromusculaire, il y a dans les 2 tiers des cas une mutation génétique bien spécifique qui se dégage. Et donc, cela peut avoir un impact, notamment chez la femme qui a des enfants, notamment du sexe féminin, qui peut nécessiter une surveillance un peu plus accrue chez cette population. Concernant la prise en charge de cette maladie, là, c'est issu de l'ESC 2020 sur le cas sensus décalage du segment ST. Avant tout, le traitement, il est conservateur. C'est lorsqu'on est en salle de cathétérisme, on ne touche pas parce que on peut fragiliser la rupture, étendre l'hématome et aller au-devant de complications. Donc, dès lors qu'on a posé le diagnostic, l'objectif principal, c'est de ne pas toucher. Tout dépend, bien sûr, de la présentation clinique. Lorsqu'il y a une obstruction avec un flux TIMI0, comme le patient qui avait été admis par Sandra, elle avait une occlusion TIMI0 du tronc commun. Et donc là, c'était soit chirurgie versus pontage. Or, alors, il n'y a aucune étude qui compare angioplastie versus pontage. Ça, c'est juste une question centre dépendant, même si une petite tendance se dégage pour l'angioplastie. Malheureusement, les pontages, étant donné que c'est des tissus assez fragiles, il peut y avoir des aggravations et des difficultés de suture au niveau coronaire. Et lorsqu'on est confronté à des types 2 ou des types 3, sans retentissement hémodynamique, il préconise de faire de l'imagerie endocoronaire. Petit avantage à l'AJUS parce qu'il n'y a pas de nécessité de faire d'injection de produits de contraste à la différence de l'OCT où là, le produit de contraste il est injecté en intracoronaire et peut aggraver la dissection. Et donc, par conséquent, traitement médical seul. Bien évidemment, rechercher de manière systématique la dysplasie fibromusculaire. Le bilan est assez simple, c'est une imagerie des TSA, de l'aorte abdo-rénale et iliaque, quelle que soit la modalité, soit une échographie ou soit un scanner ou un IRM. Bien évidemment, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire chez les gens jeunes, si elles sont exposées au tabac, on l'arrête, si elles sont un peu en surcharge pondérale, un peu de diabète, tout ça. Et puis le traitement de première intention, c'est les bêta-bloquants pour diminuer le stress pariétal et éviter le risque de récidive. Puis je me suis intéressé aux antiagrégants plaquettaires parce qu'il faut une monothérapie, une bithérapie. Et là, en fait, il n'y a aucune réponse consensuelle. Dans les recommandations, on nous parle de une antiagrégation plaquettaire, de préférence par du cardégique, mais de nombreuses équipes associent du cardégique et préférentiellement du Plavix, parce qu'il y a un risque hémorragique moindre lorsque les sous Plavix ou sous ticagrelor ou prasugrel, pour une durée de 1 an. Et puis, à 1 an, comme il n'y a aucune donnée sur ce qu'il faut faire au-delà d'1 an, ça, c'est à l'appréciation du clinicien. Et pour nous, aux soins intensifs, dès lors qu'on a posé le diagnostic
de dissection coronaire, il faut arrêter tout héparine ou anti-GP2B3A qui peuvent être mis à tort en pré-coro, parce que dans tous les papiers, il y a une augmentation de la dissection coronaire. Voilà. Concernant le suivi, c'est une maladie qui, une fois que le diagnostic est fait, qui a globalement un très bon pronostic avec plus de 95% de guérison au-delà d'un mois. Quand est-ce qu'il faut contrôler? À l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée consensuelle. Dans toutes les études, ils contrôlent à 3 mois parce que c'est une étude et il faut bien protocoliser les choses. Donc, nous, on a pris le parti de contrôler toutes les personnes qui présentent une dissection coronaire pour s'assurer de l'évolution favorable à 3 mois. La modalité, ça dépend, soit la coronarographie, mais malheureusement, ça s'expose à un risque de dissection iatrogène par le cathéter. Ou sinon le coroscanner, mais le coroscanner a certaines limites. D'une part, il est opérateur dépendant, il faut que la personne soit bien ralentie avec les bêta-bloquants, et c'est surtout pour les gros vaisseaux. Si c'est une petite artère, pardon, comme je vous ai montré, l'IVP, il n'y a pas forcément intérêt à contrôler avec un coroscanner, mais le coroscanner prend une place de plus en plus importante dans la cardiologie toute cause. Bien sûr, il faut éduquer nos patientes, éviter une nouvelle grossesse. Lorsqu'on leur dit, madame, vous avez fait une dissection, si elle a des enfants, tant mieux. Si elle n'en a pas, vous ne pouvez pas avoir de nouvelles grossesses. Il faut avoir un discours assez préventif. J'ai essayé de trouver des recommandations sur la conduite à tenir chez une personne ayant présenté une SCAD chez la femme en âge de procréer. Ça a été facile. Chez les Européens, c'est 2 lignes. C'est éviter la grossesse et si jamais elle est enceinte, prise en charge pluridisciplinaire. Alors que les Américains, eux, ils se mouillent un peu plus. Ils ont je vous ai donné ici vraiment le cahier des charges concernant la prise en charge de la patiente qui tombe enceinte, et ce, malgré nos réticences. Et on voit que le cardiologue apparaît vraiment comme un acteur principal dans l'évaluation prépartum et perpartum de la patiente, où lorsque la patiente a un vrai désir de grossesse, il faut qu'elle ait une évaluation cardiologique en amont avec une consultation, une évaluation de la FEVG et un test d'ischémie. Bien sûr, il faut évaluer tout ça. Et puis, vous voyez que la patiente, lorsqu'elle est enceinte et qu'elle a un antécédent de dissection coronaire, doit être vue une fois par trimestre pour une évaluation cardiologique. Concernant le sport, il n'y a aucun consensus, mais ça relève plus du bon sens. Longtemps, on avait dit que les patientes présentant cette maladie ne doivent plus faire de sport parce que ça augmente au stress pariétal. Mais si on leur dit, madame, vous ne pouvez plus avoir d'enfants et vous n'allez plus faire de sport, on s'expose à d'autres complications, la sédentarité, la dépression. Et on sait que lorsqu'on prend en charge de manière psychologique les gens, ça a un impact sur la mortalité. Je ne sais pas si Didier est dans l'assemblée. Le bon sens, c'est des activités d'endurance à intensité modérée et éviter tout ce qui est sport à glotte fermée, haltérophilie. L'autre étiologie plus spécifique de la femme, c'est le Takotsubo, ou syndrome de cœur brisé. Ici, vous avez en référence le position paper de l'ESC qui est très bien fait en 2 parties, résumant à peu près la présentation. Ça représente 1 à 3% des SCA chez la femme et jusque 5 à 7%, 1 à 3% des SCA de manière globale et 5 à 7% chez la femme au-delà de 65 ans. Pardon, ici il y a une erreur, c'est 65 et 70 ans. C'est 9 femmes sur 10. Et on augmente le risque est multiplié par 5 chez la femme de moins de 50 ans et par 10, multiplié par 5 chez la femme par rapport à la femme de moins de 50 ans et multiplié par 10 par rapport à l'homme. La physiopathologie est assez mal connue. On pense qu'il y a un rôle prédominant du système nerveux central qui provoque une décharge catécholaminergique. Et on ne comprend pas trop la physiologie des catécholamines sur la genèse de ce syndrome de Takotsubo. Là, je vous ai mis les principales hypothèses diagnostiques, mais sans grande conviction. Et en fait, on constate que c'est à la fois un stress physique, mais aussi un stress émotionnel. Et donc, vous avez ici toutes les étiologies passant de
la perte d'un conjoint, un accident de voiture, je sais pas, une chirurgie récente, un AVC, une fracture. Enfin, et juste d'un point de vue sémiologique, le Takotsubo, c'est pas un minoka, c'est une entité à part, on n'arrive pas à trop comprendre. Le minoka, ça représente des étiologies bien spécifiques, c'est le vasospasme, ils sont par ici, pardon, en bas à droite, la rupture de plaques, l'érosion de plaques, tout ce qui est cardiopathie embolique ou les anomalies de la microcirculation. Juste pour votre culture, il y a quatre formes typiques, quatre formes pardon, différentes. La forme typique, c'est la forme apicale, c'est ce que je vous démontre en angiographie, avec la ballonisation de l'apex et l'hyperkinésie de la collerette basale. Vous avez le taco médian, où là, vous avez la partie médiane qui est akinétique, voire dyskinétique. Le takotsubo inversé, où là, c'est l'apex qui se contracte et la base qui se contracte pas du tout. Et puis, ça, c'est assez rare. C'est un takotsubo focal. Et chez une patiente douleur thoracique avec électrocardiogramme et trouble de la cinétique systématisé à un territoire artériel, il faut éviter d'être pris au piège. Il peut y avoir une atteinte biventriculaire, mais c'est un diagnostic extrêmement difficile. Et puis, lorsqu'il y a une atteinte du ventricule droit, dans un tiers des cas, c'est un facteur de mauvais pronostic. Concernant les critères diagnostiques, on les connaît tous, hein, vous en avez plusieurs, et notamment un score, l'Intertac, qui a été émis, reprenant le sexe féminin, le stress émotionnel physique, l'absence de sus-décalage du segment ST, des troubles neuropsychologiques ou l'allongement du QT. Lorsqu'on cumule les points, lorsqu'on est supérieur à 70%, il y a 90% de chances que ce soit un Takotsubo, et donc une simple évaluation échocardiographique permet de confirmer, de diagnostiquer. Vous voyez, la place encore du corps scanner. Mais dès lors qu'on a une présentation clinique atypique, case angio-coronarographique, une petite information qui est plutôt non négligeable, c'est les biomarqueurs. Il y a une très faible élévation de la troponine et des CK, mais une forte élévation du BNP, comme dans la myocardie, qui traduit en fait une augmentation des pressions. Et on peut avoir un Takotsubo avec une atteinte coronarienne significative, mais il ne faut pas que l'atteinte coronarienne explique les troubles de la cinétique. Et ça, on se dit, finalement, elle a de l'athérome significatif, on met des stents, et c'est pas un Takotsubo, mais on peut avoir les causes associées. Je me souviens une fois, on avait eu un patient avec Victor, c'était un monsieur tabagique, qui avait un athérome modéré, on a fait du métergien, il avait un spasme sur l'IVA, et en fait en angio-VG, il avait un aspect de Takotsubo assez typique, donc on peut avoir plusieurs étiologies intriquées. Concernant la prise en charge s'oriente selon trois axes. D'abord, la prise en charge intra-hospitalière, où lorsque les patients présentent des dysfonctions VG, c'est l'association bêta-bloquant IEC. Il faut éviter tout ce qui est dolutamine diurétique pour ne pas aggraver le gradient intra-VG qui peut exposer à des complications type SAM, OAP. Lorsque les personnes ont l'insuffisance cardiaque, bien sûr, un bêta-bloquant IEC diurétique avec parcimonie. Et lorsque les gens sont en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque, le traitement, enfin, il y a l'ECMO, bien sûr, chez les patients en arrêt cardiaque, l'assistance monogauche avec le LVAD, et chez les patients en choc cardiogénique, le traitement qui sort le plus fréquent dans les études, c'est le lévocimendant, qui permet d'aider à passer un cap. Les patients sont exposés à des complications type arythmie ou complications thromboemboliques. Les antiarythmiques, il faut considérer les bêta-bloquants, mais en faisant attention si il n'y a pas d'instabilité hémodynamique. Il faut aussi surveiller les gens au long cours, parce que souvent la cinétique de l'électrocardiogramme, c'est un allongement du QT, et bêta-bloquants qui ralentissent la fréquence cardiaque avec un QT long. Peut-être que Pierre pourra nous en dire un peu plus tard. Et on s'expose au risque de torsade de pointe. Et puis, du fait de l'akinésie apicale, il peut y avoir un ralentissement du sang dans cette poche apicale, responsable de thrombus intra-VG. Et donc, on introduit souvent une anticoagulation curative en phase aiguë, qui peuvent être poursuivies au-delà de l'hospitalisation. Et puis, à la sortie, bien sûr, les IEC, c'est ceux qui ont montré un bénéfice sur la mortalité dans la première année.
les bêta-bloquants, aucun bénéfice. Et puis, bien sûr, il faut ne pas oublier le patient dans son ensemble. S'il y a un peu d'athérome coronaire, se poser la question de la statine ou de l'aspirine. Et puis voilà. Par contre, c'est une maladie qui n'est pas si anodine. Hein. C'est pas, madame, monsieur, vous avez fait un Takotsubo, on vous revoit à 3 mois, vous arrêtez tous les traitements et puis basta. Déjà, le suivi cardiologique est indispensable. C'est concernant les traitements. Ça permet de déjà refaire un point sur l'éducation des traitements, bêta-bloquant IEC, l'anticoagulant, parce que souvent les patients sortent sous AVK ou AOD en phase aiguë du fait de la kinésie apicale. Ça nous permet de réévaluer tout ça. Le contrôle échocardiographique, souvent, c'est un bon pronostic. Parce qu'il y a une récupération ad intégram dans les 3 premiers mois et lorsqu'on dépiste une coronaropathie associée, on vérifie les cibles de LDL cholestérol, on réévalue avec un test d'ischémie. Récemment, en 2016, paru dans le JACC, c'était 1500 patients, c'était 300 personnes avec une cardiopathie ischémique, préférentiellement des angors d'effort. Stable, pardon, les patients qui avaient un Takotsubo et des patients qui n'avaient aucun des deux. Et on constate qu'il y a un surrisque de mortalité à 5 ans chez les patients ayant fait un Takotsubo. C'est pour ça que c'est une maladie qui n'est pas anodine et qu'il faut quand même malgré tout suivre ces patients. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le SCA athéromateux chez la femme, comme je vous l'ai dit, il y a une modification du comportement des patientes qui s'exposent plus à l'athérosclérose et donc par conséquent ont un surrisque de provoquer des SCA ischémiques, entre guillemets. L'étiologie principale, c'est l'érosion de plaques. Ça touche souvent la femme de moins de 50 ans, tabagique. Le diagnostic, il est plutôt angiographique. On voit une charge thrombotique importante appendue à la coronaire sans dégradation du flux thymi. Le diagnostic, il est aussi angiographique. Je ne vous ai pas mis d'image malheureusement, où vous avez une rupture de plaque. C'est de bons pronostics. La plaque s'est érodée. Il y a eu l'agrégation plaquettaire en contact et c'est souvent un traitement médical. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir des patientes sortant de l'hôpital sous double anti-agrégation plaquettaire sans stent, expliquant la pathologie. Un mot concernant le traitement à la sortie. Globalement, les femmes et les hommes sont tous les deux traités de manière systématique, mais les femmes sont beaucoup moins bien traitées que l'homme. Ils ont chaque médicament, mais de degré moindre. Et ça, j'ai pas réussi à trouver d'explication dans les différents papiers. La seule petite différence qui est significative, c'est la réhabilitation cardiaque. Les femmes c'est pas qu'on les inscrit moins, c'est que les patientes ne souhaitent pas y aller parce qu'elles ont envie de leur travail. Et donc, par conséquent, elles estiment que c'est pas quelque chose d'important et qu'elles préfèrent privilégier la vie. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on a une patiente jeune qui présente un infarctus, quelle que soit son étiologie, il faut penser à changer sa contraception avec un progestatif microdosé. Ça peut être fait en phase hospitalière dès le lendemain. Déjà, il faut d'abord penser à poser la question à l'admission. Chez les femmes qui ont un traitement hormonal substitutif, pas d'arrêt brutal, il faut une baisse rapide à 1 mois, éviter la grossesse dans les mois suivant l'infarctus et en termes de prévention secondaire, il faut être en termes de traitement faire aussi bien que l'homme et en termes d'objectifs aussi importants. Donc, la maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité chez la femme, loin devant le cancer. Penser de manière systématique en consultation ou en intra-hospitalier à l'environnement hormonal. Il faut bien les écouter. Souvent, on a un peu par mentalité, la patiente a des symptômes atypiques. Elle a le symptôme typique, mais le symptôme atypique peut être aussi nous mettre la puce à l'oreille pour améliorer le délai de prise en charge, parce qu'on constate qu'entre 10 et 25 minutes chez une patiente qui a un infarctus, plus le temps d'ischémie est long, plus la nécrose est importante et plus derrière les complications sont importantes. Et pour gagner
sur la mortalité. Et bien évidemment, il faut optimiser l'ordonnance de sortie, c'est être sur la dose maximale théorique, sur l'objectif du LDL cholestérol, le tabac, et sans oublier bien évidemment la rééducation cardiaque où il faut sensibiliser les femmes à ça. Et puis là, je vous ai mis juste une grosse diapositive qui résume parfaitement la différence homme-femme sur l'âge, les facteurs de risque, la présentation clinique et les étiologies, où il faut savoir évoquer la dissection coronaire parue en 2000.